que j'ai des chiens de charbon. Elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé. Quand je vais le retrouver. On dit de lui que c'est un ténor du barreau. Éric Dupond-Moretti a 51 ans. 30 ans qu'il sillonne la France, de cour d'assises en cour d'assises. J'ai parfois comme compagnon de GPS qui me disent ce que je dois faire aux heures où les gens honnêtes sont couchés. On me dit d'aller à droite, d'aller à gauche, d'aller tout droit. Je vais dans une autre cour d'assises. Quand nous avons commencé à le suivre, il avait à son compteur 111 acquittements. Vous allez peut-être en sa compagnie vivre le 112e. Mais d'abord ce jour-là, au palais de justice de Paris, Éric Dupond-Moretti va défendre des victimes. Toute la presse est là pour assister à l'ouverture du procès de l'Arche de Zoé, une association qui avait tenté d'extrader en France des enfants tchadiens présentés comme orphelins. Sa plaidoirie commence devant les caméras. Ce que je sais, c'est ce qu'est la souffrance de ceux que je représente. C'est-à-dire l'idée de recevoir un enfant, l'idée de l'adopter, l'idée de devenir père et mère, la préparation de la chambre, la préparation du lit, de la layette à venir. Et pour ceux qui ont raté le début, il répète tout au mot près. C'était la venue de l'enfant, c'était son adoption, c'était la préparation de la chambre, des jouets, de la layette. Éric Dupond-Moretti a l'art de la petite phrase, celle qui fera le tour des chaînes de télé. Une bête médiatique que tout le monde s'arrache. Cet invité, c'est Éric Dupond-Moretti. Bonjour. Merci. Bonjour Éric Dupond-Moretti. Tellement doué qu'on peut se demander si certains criminels ne commettent pas exprès des forfaits pour être défendus par lui. Il est partout et partout où il passe, on le reconnaît. Bon, monsieur Dupond-Moretti, je sais que vous êtes bien occupé. 22h30, il y a Témime en plateau, France 2. D'accord. En tout cas, je sais que vous êtes le meilleur avocat, vous êtes l'as des as des avocats de France, je vous le dis moi. Vous êtes vraiment gentil. Et vous êtes quelqu'un de franc et de sincère. Bon, c'est sympa. Voilà, et vous cherchez toujours la vérité, même si elle est cachée, vous la trouvez. Voilà. Non, sérieux, Mais non, en pas toute toujours. sincérité. Voilà, là, mais sérieux. Mais non, pas toujours. L'as des as des avocats. C'est un acteur, il pourrait remplacer même Gérard Depardieu. Il a le charisme, il chose du 48, il fait 120 kilos, il a une bonne tronche, voilà quoi. Voilà, les beaux mecs comme on dit quoi. Éric Dupond-Moretti, aussi connu qu'un acteur de cinéma. Pourtant, sa carrière a commencé discrètement, il y a 28 ans, loin de la capitale et des grands cabinets parisiens. Il prête serment en 1984 à Lille. Le jeune avocat, expert en procédure, attire déjà la télé locale. L'avocat a alors profité de l'incroyable disparition du dossier d'instruction pour faire libérer Hendrik. Puisque nous n'avions plus que la copie de ce dossier, j'ai donc pensé que la copie du dossier n'était pas suffisante pour que l'on ait la certitude de la légalité des pièces permettant l'incarcération de mon client Francis Hendrik. Éric Dupond-Moretti se fait un nom dans sa région, mais une affaire va changer sa vie. Justice maintenant avec l'ouverture du procès d'Outreau. L'affaire d'Outreau, 2 mois d'audience, 17 accusés de pédophilie et 13 avocats. À l'époque, Éric Dussart et les journalistes qui suivent le procès n'en remarquent qu'un seul. C'est Dupond-Moretti qui a pris la tête de cette défense commune. Et forcément, de manière naturelle, tous les médias se sont retournés sur Éric Dupond-Moretti aux sorties des audiences, à tous les temps forts du procès et fortiori au moment du verdict. Puis les affaires s'enchaînent. Il défend Ivan Colonna et le roi de la cavale, Antonio Ferrara. Il fait innocenter Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, et Loïc Séché, condamné à tort pour le viol d'une adolescente. Mais Éric Dupond-Moretti ne défend pas que des causes médiatiques. On le retrouve au palais de justice de Douai. Il va tenter ce jour-là d'obtenir un 112e acquittement. Il défend aujourd'hui un homme accusé d'avoir battu à mort sa femme et qui risque la perpétuité. Éric Dupond-Moretti pense avoir trouvé la faille dans le rapport du médecin légiste qui n'établit pas clairement le lien entre les coups et la mort. Elle a pu tomber, c'est une des hypothèses évoquées par l'expert. Bah, écoutez, si le doute ne profite pas à l'accusé dans une hypothèse comme celle-là, je ne sais pas quand est-ce qu'il profite à l'accusé. Éric Dupond-Moretti pense pouvoir convaincre les jurés et les spectateurs, pas très nombreux aujourd'hui dans la salle. Mais ça s'annonce plus compliqué. L'accusation soulève un point très embarrassant pour la défense. Pour elle, les 2 amants étaient concubins. Dans ce cas, les violences volontaires sont une circonstance aggravante. Les juges risquent d'être plus sévères. L'avocat
n'avait pas prévu. S'il se présentait devant les organismes sociaux excipant d'un concubinage comme celui-là pour un quelconque bénéfice, on le renverrait immédiatement chez lui. Sauf que devant la cour d'assises, le ministère public estime que c'est possible. Et ça à la dernière minute, alors qu'on n'a jamais posé une question à cet homme là-dessus. Et je trouve que c'est petit bras, petit joueur, et une forme de tricherie judiciaire. Éric Dupond-Moretti adore provoquer, comme fumer dans des palais de justice, complètement interdit par la loi. Allez, vas-y bijou, en avant. Son petit bras, petit joueur, il le répète au procureur, une manière de l'impressionner. Dans 10 minutes, il doit plaider, tenter d'obtenir un acquittement. Ce petit moment juste avant de plaider, comment ça se passe dans votre tête là, si on essaye d'y être, ça se passe comment? Et là, je vais répondre vite fait à la dernière question que vous allez avoir l'amabilité de me poser, et puis après, vous allez me laisser tranquille, et puis je vais réfléchir, me claquemurer dans ma réflexion juste avant de plaider. Donc c'est une concentration. Est-ce qu'on pense à la première phrase? Je pense qu'à ça. C'est la première ou la dernière phrase qui est importante? C'est les deux. Et là, il répète dans les toilettes. Puis, il fait les 100 pas. Pas de papier, pas de crayon, tout est dans sa tête. Il a besoin de se concentrer et manifestement, on le gêne. L'acquittement, quoi qu'il lui en coûte, cette consoeur, qui le connaît depuis 30 ans, l'a vu vomir avant des plaidoiries. On sentait effectivement qu'il portait tout en fait sur les épaules et que tout avait un sens pour lui et que chaque combat qu'il allait mener, c'était vraiment le combat de sa vie. C'est ça qui est exceptionnel, c'est ce sentiment qu'il donne qu'à chaque fois qu'il y va, c'est la chose la plus importante. C'est un petit peu le toréador dans l'arène en fait. Ce jour-là, le toréador restera 40 minutes dans l'arène à plaider. Ça y est, il vient de terminer. Il a déjà enlevé sa robe. C'est sa collaboratrice qui attendra le verdict et il va tomber tard. De Douai, il doit rentrer à son cabinet à Lille. Nous le suivons. Il vient de défendre un homme alcoolique qui battait sa femme. Demain, un homme accusé de viol. Où est sa limite? Pourrait-il défendre n'importe qui? D'abord qu'on ne me fasse pas défendre une cause. J'aurais pu défendre Hitler, sauf s'il me demandait de défendre le nazisme. Je pourrais défendre un négationniste, mais pas un type qui me demanderait de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. La limite pour moi, elle est là. C'est toujours l'homme, quoi. Oui. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Fondamentalement, il n'y a que ça qui m'intéresse. Nous arrivons à Lille. C'est là qu'il a son bureau. Petit immeuble, pas vraiment chic. À l'étage, son cabinet. Il a un associé, son copropriétaire. À eux deux, ils emploient 5 collaborateurs. Et voilà leur secrétaire. Ça, c'est à CD-ROM qu'elle n'a pas accepté la maison d'arrêt de Fresnes pour M. Mera et que va aller déposer Benoît demain. Mera, le frère de Mohamed, le tueur au scooter de Toulouse. C'est aussi l'un de ses clients. Il est 20h, une seule personne encore dans la salle d'attente. Au bout de ce couloir, son bureau. Ça, c'est votre bureau, avec un renard empaillé. Ouais. Un renard qu'il a chassé lui-même il y a quelques années. Éric Dupond-Moretti est un passionné de chasse. Il a perdu quelques poils depuis qu'il est là. Il a beaucoup vieilli, comme moi. Il a blanchi sous le harnais. Vous voyez? Avant, il était roux. Et maintenant, voilà. Ses autres faits d'armes, ils sont exposés là. C'est son musée personnel. Là c'est Vincent Stagnard. C'est un dessin qui avait été publié dans Charlie Hebdo. Vincent, il nous a quittés malheureusement. C'est un ami très proche. J'ai plaidé avec lui pour Jean Castella. Il était avocat à Bastia. Ça, c'est Joseph Cohen-Saban. Il y a très très longtemps. Il avait encore des cheveux. Vous aviez une grosse barbe. Et moi, j'avais une grosse barbe, ouais. Ça, c'est Philippe de Apio. Ça, c'est Dominique de Villepin qui nous reçoit à Matignon, après l'affaire d'Outreau. Des photos sur tous les murs. Pas question de laisser du vide. Éric Dupond-Moretti en a horreur.
Continuer à être désigné, je devrais presque dire en subliminal, à être désiré. Parce que c'est ça la réalité de l'avocat. Bien sûr, il y a aussi une quête permanente de séduction, de reconnaissance. On ne s'expose pas publiquement par hasard. Si on le fait, c'est qu'on a besoin d'une forme de reconnaissance très, très égotique, très, très narcissique, évidemment. Donc le téléphone qui ne sonne plus pendant 15 jours, c'est les premières inquiétudes. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Oui. À ce stade, pas de souci à se faire. Madame Lenoir, vous pouvez nous dire ce que c'est, ça? Alors ça, c'est le planning des audiences en cour d'assises de Maître Dupond-Moretti. On en est arrivé maintenant, on a encore novembre et décembre 2012. Tout le reste de janvier jusqu'à octobre 2013. Ensuite, on en a encore un petit peu à rajouter pour novembre-décembre 2013. Et on a déjà 2 dossiers aux assises en 2014, des dossiers à Paris en janvier et en février 2014. Donc l'agenda est plein. L'agenda est quasi plein. Sergeline Lenoir travaille avec lui depuis 30 ans, presque 30 ans d'amour. Je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas qu'il est extraordinaire, mais presque, parce que il connaît les dossiers en les ayant à peine ouverts, il sait où il doit voir, il sait ce qu'il doit trouver, il sait ce qu'il doit voir. C'est un don chez lui, je crois. Alors que ce soir-là, on attend le verdict de la cour d'assises de Douai, l'admiratrice de la première heure nous montre l'un de ses secrets. Il est caché dans son ordinateur. C'est un fichier qu'elle a créé, le tableau des acquittements. À chaque succès, elle ne manque pas de l'inscrire. Le premier date de 1987. 25 ans plus tard, on en est à 111. Installez-vous. Éric Dupond-Moretti rentre chez lui. Dans la soirée, nous recevrons un texto. Acquitté pour le crime. C'est le 112e acquittement de la star des prétoires. Quand nous le retrouvons à Paris, Éric Dupond-Moretti a justement rendez-vous avec l'un de ses acquittés célèbres, Loïc Séché. Bonjour Éric. Ça va, mon camarade? Ça va bien, ça va bien. Il faut que tout va bien? Oui, oui. Cet ouvrier agricole a passé un peu plus de 7 ans en prison après avoir été accusé à tort de viol sur une adolescente. 2 procès, une commission de révision et au bout, un acquittement et 800 000 € de dommages et intérêts, un record. Les 2 hommes se retrouvent pour déjeuner. Pourquoi il y a un lien particulier qui s'est noué entre vous? Parce que je l'aime bien. Voilà. Et puis je l'ai vu dans la première fois que je l'ai vu, il était en prison. Il m'a impressionné parce qu'il ne voulait pas demander de quoi que ce soit, lui, hein, de réduction de peine, de conditionnel. Il a dit, moi, si je ne suis pas rejugé, je resterai comme ça. Je ne veux rien leur demander. Je trouve qu'il avait beaucoup de courage. Et puis, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a pardonné à cette jeune femme parce qu'il a mesuré parfaitement qu'elle était dans une grande difficulté psychiatrique. Finalement, il en veut plus à l'institution judiciaire que cette jeune fille. Et je trouve que ça a beaucoup d'allure. Est-ce que c'est plus qu'un avocat aujourd'hui pour vous? Oh, c'est beaucoup plus qu'un avocat. Moi, j'espère bien qu'on pourra un jour ou l'autre partager d'autres moments que avocat-client. Et dans un autre contexte, qui sera plus de détente et de loisirs. Difficile à imaginer, car Éric Dupond-Moretti ne s'arrête jamais. Je pense qu'on est dans l'addiction. La cour d'assises est tellement violente, tellement porteur d'adrénaline, que dès que ça s'arrête, on a envie que ça recommence. J'ai un ami qui dit j'ai mal mais j'aime voir mal. Finalement c'est ça. Hein. Dans les prochains jours, il reprendra la route. Direction les cours d'assises de Douai, Châteauroux, Versailles ou Albi, en quête d'un 113e acquittement.